Merci de la confiance renouvelée à notre édition d'information du soir. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Au sommaire de cette édition d'information, clôture de la première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Au cours de ce journal, le développement sera fait par Sabrina Penda Kundi. Rebonsoir à tous. La transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant en nette régression dans notre pays. Une avancée liée au plan national d'élimination mise en œuvre par les autorités publiques. Pierre-Parfait Badikoumba. Selon le rapport 2017 de l'ONU-Sida, on estime que plus de 90% des femmes enceintes au Gabon accouchent en milieu de soins et accèdent au dépistage du VIH. En 2016, 75,6% de femmes enceintes vivant avec le VIH ont eu accès aux médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH à leur bébé, alors que cette couverture n'était que d'environ 36% en 2012. Le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant a été réduit et est passé de 11,3% en 2012 à 4,44% en 2016. Ces résultats encourageants seraient liés à la mise en œuvre du plan national de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant à travers la décentralisation de la dispensation des antirétroviraux dans les centres de santé maternelle et infantile, ainsi que la mise en œuvre des recommandations de l'OMS sur les conditions de mise sous thérapie antirétrovirale chez la femme enceinte VIH. Le service technique de la municipalité de Port-Gentil, à l'écoute des riverains de cette ville, ce service est sur le terrain depuis quelques jours pour le curage des caniveaux. Un travail difficile d'accès à cause de l'occupation de l'espace par les compatriotes. Un reportage d'Erwin Axel Nzengi de Média Plus Port-Gentil. Après les multiples plaintes des populations qui réclamaient depuis le début de la saison de pluie le curage des canaux de la ville de Sable, les agents du service technique de la mairie de Port-Gentil sont enfin descendus sur le terrain avec leur tractopelle du côté du quartier centre social. Une mission qui n'a pas été facile pour ces derniers. Pas plus tard que samedi dernier, je me suis retrouvé au canal avec cette même machine. Pourquoi? Parce que les gens ont serré le canal, on ne peut pas accéder avec la machine. Bon, c'est que vraiment le Gabonais, jusque-là, ils n'ont pas encore compris qu'il faut laisser le passage aux engins pour nettoyer les caniveaux. Maintenant, quand la mairie ne fait pas le travail, on dit c'est la mairie qui a tort, la mairie ne fait pas son travail. Mais les Gabonais ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui qu'il faut laisser l'accès des engins. On va curer comme si il n'y a pas de passage. On ne peut pas curer, par exemple, de l'autre côté, on ne peut pas curer s'il n'y a pas... Tout à l'heure, j'étais coincé, obligé de ressortir, parce qu'il n'y a pas d'accès, les gens conçus au bord du canal, alors que la mairie demande aux riverains de laisser 7 à 6 mètres pour que les engins puissent accéder. Présent sur les lieux, le doyen de ce quartier dénonce le mauvais comportement de certains citoyens qui ont bâti leurs maisons sur les voies de canalisation. Nous sommes nés dans l'arrondissement. Nous connaissons les bornes où elles étaient placées à l'époque. Aujourd'hui, les populations ont déplacé les bornes de 1 mètre, 1 mètre 50 proche du canal. Et aujourd'hui, ce sont les premières personnes à pleurer. Pourquoi le canal est bouché? Où le canal du centre social s'arrête, par là-bas. Donc le tronçon c'est parti de là au côté, vous voyez, très long là-bas. Donc c'est la ligne droite, de là au côté. Et la population a préféré construire sur le canal, quelque chose qui est très mauvais. Et aujourd'hui, voilà une déviation qui ne nous mène à nulle part. Le conducteur d'engin a exhorté les Port-Gentillais à changer de comportement. Les riverains doivent comprendre que tout, ce n'est pas seulement l'État qui doit faire. Nous-mêmes aussi, nous causons notre souffrance. Pourquoi? Parce que quand on vient avec les engins sur le terrain, au bord du canal, on ne peut pas accéder. On fait comment? On retourne. Maintenant, la faute à qui? Est-ce que la faute est à l'État? Non, ce n'est pas l'État. C'est aussi nous-mêmes. Mais là, on ne peut pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'accès. S'il n'y a pas l'accès, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas un miracle. Il n'y a qu'à casser. Maintenant, quand on casse, c'est le problème. Des travaux qui pourront peut-être faciliter la circulation des eaux au cours des prochaines averses.
C'est hier qu'a lieu la fin de la première session ordinaire du Conseil économique et social et environnemental du côté du siège de cette institution. Deux sujets ont constitué l'allocution du président de la dite institution, René Ndemezo-Obiang. Un reportage de Sabrina Kundi-Penda. En présence des membres du gouvernement, des présidents des institutions constitutionnelles, des ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et ceux des organisations internationales, René Ndemezo-Obiang a prononcé son allocution le jeudi 15 mars 2018 à l'occasion de la cérémonie de clôture de la première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Il s'est agi d'examiner les liens entre l'employabilité des jeunes et la stabilité économique et sociale du Gabon, en vue de trouver les voies et moyens susceptibles d'engendrer une dynamique de création d'emplois de jeunes, en vue d'assurer à notre pays une stabilité à la fois économique et sociale durable. Dans son intervention, le président du CS n'a pas manqué d'exprimer ses vœux pour la prochaine mandature. Mon vœu le plus cher et que la prochaine mandature, tout en faisant apparaître des visages nouveaux, notamment de jeunes et de femmes, conserve au sein de l'institution beaucoup de personnalités ici présentes déjà pétries d'expérience. Rappelons que durant les prochaines semaines, le Conseil économique, social et environnemental du Gabon connaîtra, selon les procédures en vigueur, un renouvellement de ses membres. De l'activité des institutions de la République à l'activité des départements ministériels, et hier, le ministre de la fonction publique, Jean-Marie Ogadanga, a reçu les syndicalistes en toile de fond de cette rencontre, le désaccord exprimé par les syndicalistes sur les nouvelles réformes. Sabrina Kundi-Penda. Le ministère de la fonction publique a servi de cadre jeudi 15 mars à la rencontre entre Jean-Marie Ogadanga, patron de ce département ministériel, et plusieurs syndicats. L'occasion a été pour le ministre de la fonction publique de rappeler l'ordre de cette rencontre qui a vu la présence des syndicats venus nombreux. La rencontre de cet après-midi ne vise rien d'autre que apporter la bonne information relative aux changements structurels qui sont entrevus dans notre département ministériel et partant au niveau de la gestion de la ressource humaine de l'État. Si contestation il y a de la part de certains syndicalistes suite aux mesures prises lors du Conseil des ministres du 23 février dernier, d'autres à l'opposé restent satisfaits des décisions. Personne n'est contre les réformes. Au contraire, ce sont des bonnes réformes, c'est une bonne vision. Et nous pensons que tout ce qui a été dit, nous allons dans le sens de pouvoir le concrétiser et que la matérialisation soit vraiment effective. Nous sommes dans le cadre de la liberté syndicale et que chacun de nous est libre de poser exactement les actes qui sont les siens, mais nous sommes dans l'approche de pouvoir négocier et aller dans le sens de la responsabilité. Voilà pourquoi nous nous sommes rapprochés du ministre de la fonction publique afin de comprendre avant de poser les actes. Rappelons que le paiement au 30e, la promotion du mérite, le reclassement catégoriel des travailleurs de l'État sont entre autres les mesures qui concernent l'agent de l'État aujourd'hui. La capitale gabonaise connaît depuis quelques semaines déjà une insalubrité galopante et pour cause, la société en charge de la collecte et du ramassage des ordures, Averda, connaît des difficultés financières dues au non-respect des engagements par le gouvernement. Et pour tenter donc d'apporter une solution, les responsables de cette entreprise étaient en séance de travail hier avec le ministère de l'Intérieur. Efraim Bioguezo. Durant plus d'une heure d'échange, Lambert Mata, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Hygiène publique chargé de la décentralisation et du développement local, a fait le tour de la question avec les responsables de l'entreprise Averda sur la problématique liée à la collecte et au ramassage des ordures à Libreville. Ce n'est nullement un secret. La capitale gabonaise et les communes voisines croupissent dans des tonnes d'immondices depuis plusieurs jours. Les raisons de cet immobilisme demeurent le non-respect des engagements pris par le gouvernement. En effet, depuis plusieurs mois, l'entreprise Averda, chargée effectivement du ramassage et de la collecte des ordures, ne perçoit plus les fonds provenant de l'État, lesquels avoisinent les 3 milliards de francs CFA l'an. Conséquence,
Cette entité se trouve incapable de nourrir ses engagements, à savoir assurer les salaires des agents et la maintenance de son matériel roulant, régler les factures des sous-traitants, sans omettre la saturation de l'unique décharge de Libreville. Le problème de la trésorerie, ça veut dire qu'on a des arriérés qui dépassent les 2 ans, avec une dette qui dépasse les 16 milliards et les paiements mensuels qui ne viennent pas. Donc si vous voulez, aujourd'hui, Averda n'arrive plus à rémunérer les employés, n'arrive plus à entretenir son matériel. Ça, c'est le premier problème, je dirais, financier. Le deuxième problème, c'est la décharge de Mendoubé, où elle arrive à saturation. Et le vrai problème sur Mendoubé, c'est que nos camions rentrent, et quand ils sortent directement en réparation. C'est pas une route, la décharge n'est pas du tout accessible, et ça casse tout le matériel d'Averda. Donc, si vous voulez, on a vraiment 2 problèmes majeurs. C'est la trésorerie et les paiements, la dette et le problème de la décharge de Mendoubé. Sur le terrain, Averda assure un service minimum en attendant que le gouvernement puisse trouver les pistes et solutions. Parmi les pistes, un site attire de nouveau les attentions du gouvernement dans la zone sud de Libreville à Ovendo, au lieu-dit Igoumier. Cette nouvelle décharge devrait servir pour non seulement Libreville, mais également pour les communes d'Akanda, Ntoum et Ovendo. À ce jour, l'accessibilité à ces sites pose problème pour faute de route. Pour continuer, Mendoubé, aujourd'hui, elle est saturée. Donc, si vous voulez, il y a un problème financier, mais il y a le problème technique. La décharge de Mendoubé est saturée et qu'on puisse construire une route d'accès ou pas, elle ne peut plus. Cette décharge doit être fermée, un nouveau site doit être trouvé. Aujourd'hui, Averda apporte cette solution. On a un terrain, demain matin, on peut régler ce problème-là. Mais avant tout, s'il n'y a pas ces 2 problèmes qui sont résolus, on ne peut pas aujourd'hui travailler sans qu'il y ait cette solution des finances et de la décharge de Mendoubé. Autrement dit, même si on vous donne de l'argent, tant qu'il n'y a pas d'endroit où dépoter, la solution n'est pas trouvée. On va survivre encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais on va retomber dans ce problème-là. Ce qu'on ne veut pas, c'est que la collecte ne se fait pas. Donc, si vous voulez, s'il n'y a pas une solution rapide pour le problème de Mendoubé, dans 1 mois, 2 mois, on va retomber dans ce problème-là. Renflouer les caisses d'Averda dans les plus brefs délais est le vœu émis par ses responsables à l'endroit des autorités. Après avoir dressé un bilan sombre de la situation sociopolitique et économique actuelle du pays, le cercle des notables de la République appelle au report des élections législatives. Les raisons évoquées sont lues ici par le porte-parole de ce cercle, Paul Mbabesol. Au niveau de la préparation des élections législatives à venir, nous en entendrons parler pour le mois d'avril prochain. Or, à ce jour, on observe les manquements techniques suivants. Le retard dans la mise en place du bureau du Centre gabonais des élections, la désignation des membres, la prestation de serment, l'élaboration du calendrier électoral, la mise en place des commissions électorales locales, désignation, formation, prestation de serment, etc. Délai 60 jours. Révision ordinaire de la liste électorale au titre de l'opération effectuée en année électorale. Délai 45 jours. Révision extraordinaire de la liste électorale au titre de l'opération effectuée en année électorale. Délai 15 à 45 jours. Traitement informatique des enrôlements. Délai 1 mois. L'affichage primaire des listes pour d'éventuelles réclamations. Le traitement informatique des réclamations, délai 2 semaines au moins. L'affichage de la liste électorale définitive, délai 1 mois avant le scrutin. La commande du matériel électoral, enveloppes à coller, encre indélébile, encreur, dateur, etc. Délai 4 mois. Eu égard à ce qui précède, bien évidemment,
nous considérons que le délai d'avril 2018 pour organiser les élections législatives n'est pas réaliste. Dans ce délai, il nous paraît en effet impossible d'organiser des élections dignes et transparentes. Nous souhaitons que ces élections n'entraînent pas de nouvelles contestations comme toutes celles que nous avons connues depuis 1990. Nous ne pouvons plus nous permettre de rater ce tournant, ce qui risquerait de nous entraîner dans une guerre civile. Nous suggérons donc, pour la stabilité et pour l'intérêt supérieur de notre nation, de reporter ces élections à une date ultérieure que nous devrions choisir d'un commun accord. Le cercle des notables de la République appelle par ailleurs à la réconciliation nationale. Les raisons invoquées sont toujours lues ici par le porte-parole de ce cercle, Paul Mbabesol. Au-delà de l'organisation des élections, il y a le problème des relations entre nous. Nous sommes divisés à l'intérieur de nos communautés, de nos partis politiques, de nos familles et même à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes maintenant un peuple sans repère. Cet état de choses doit être prioritairement changé car pour qu'un peuple progresse, il a besoin de retrouver son identité. Si on a perdu son identité, on a tout perdu. Autant dire qu'on est mort. Nous ne pouvons pas accepter que notre peuple aille à la mort. C'est pourquoi nous préconisons, avant d'entreprendre quoi que ce soit, une réconciliation nationale. Nous avons besoin de nous parler, de nous apprécier à nos justes valeurs pour pouvoir décider sereinement ensemble. Nous composons aujourd'hui deux groupes antagonistes, campés chacun sur sa position. Nous y voyons un très grand danger pour notre pays. Nous ne pouvons pas accepter cela. Le Gabon est au-dessus de nous tous. Personne parmi nous ne peut prétendre en être le propriétaire, pas plus d'ailleurs que nous ne pouvons en exclure qui que ce soit à cause de ses opinions politiques. Nous avons besoin de nous réconcilier. Qu'est-ce à dire? Nous regrettons avant tout de constater que beaucoup de grands amis hier sont devenus de grands ennemis aujourd'hui. Que s'est-il passé dans leur vie pour en arriver là? Nous en ignorons les raisons, mais de notre point de vue, il ne peut pas s'agir des raisons politiques seulement. Nous invitons donc tout le monde à la réconciliation. Il faut que chacun de nous rétablisse les relations rompues entre lui et les autres en acceptant de parler ensemble. Il nous faut abolir le souvenir des injures, des meurtres même. Si nous restons enfermés dans toutes nos brouilles, c'est nous-mêmes qui allons en mourir. C'était Paul Mbabesol, le porte-parole du Cercle des notables de la République. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Nous ouvrons à présent la page étrangère de ce journal qui nous conduira en Afrique du Sud et au Maroc. En Afrique du Sud, l'avenir judiciaire de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma s'annonce difficile. Le tribunal sud-africain a décidé ce jour de le poursuivre pour motif de corruption et de détournement des deniers publics. Reportage. 2018 n'est décidément pas une bonne année pour Jacob Zuma. Ce vendredi, le procureur général d'Afrique du Sud a annoncé sa décision. L'ancien président sera poursuivi pour corruption.
Après examen de la question, je suis d'avis qu'il y a des chances raisonnables pour que M. Zuma soit poursuivi avec succès pour les chefs d'accusation énumérés dans l'acte d'accusation. Des faits qui remontent à la fin des années 90. Jacob Zuma est alors vice-président du parti au pouvoir et il est une première fois accusé d'avoir accepté des pots de vin dans le cadre d'un contrat d'armement public avec des sociétés étrangères. Des charges de corruption, fraude et racket, finalement abandonnées en 2009 pour vice de procédure, la veille de l'élection présidentielle. Mais la saga politico-judiciaire ne s'arrête pas là, car l'affaire n'est qu'une tache d'huile au milieu de nombreux autres dossiers dans lesquels le nom de Jacob Zuma apparaît. En 2016, il est notamment accusé d'avoir pioché dans les fonds publics pour rénover sa propre maison. Et plus récemment encore, l'ancien président faisait son apparition dans l'affaire Gupta, du nom de la très controversée famille d'hommes d'affaires, soupçonnée d'avoir également détourné de l'argent public. Des soupçons de corruption généralisée qui se sont d'ailleurs soldés en février par la démission à la présidence du principal accusé. Loin de l'Afrique du Sud, en Italie, le parti du centre-gauche au pouvoir depuis 5 ans vient de connaître une cuisante défaite régionale sans précédent. Reportage. Romagne est un des bastions historiques de la gauche en Italie. Et pourtant, lors des dernières élections, cette région du nord de la péninsule a basculé à droite. À Plaisance, dans le nord, le Parti démocrate de centre-gauche au pouvoir depuis 5 ans a subi sa plus cuisante défaite régionale. Ils n'ont pas défendu les ouvriers. Ils ont défendu les entreprises et pas les ouvriers. Et alors les ouvriers se sont rebellés. Voilà. Romano est retraité. Toute sa vie, il a voté à gauche, mais cette fois-ci, il a donné son vote à la Ligue d'extrême droite. J'ai toujours été un homme de gauche, mais ils m'ont déçu et donc j'ai changé. Car ils ont fait rentrer trop d'étrangers. Et par contre, pour les gens comme nous, les anciens, ils n'ont rien fait pour nous aider. Lors des dernières élections ici, moins d'un électeur sur 3 a voté à gauche, du jamais vu. Cette étudiante en droit a elle aussi opté pour la Ligue de Matteo Salvini, le seul selon elle capable de sortir les jeunes de la précarité. Ce qui m'a plu dans la politique de Salvini a été sa proposition d'éliminer la culture des stages, pour qu'on arrête de vivre jusqu'à 35 ans en les enchaînant. Au lendemain de la défaite, les cadres provinciaux du Parti démocrate font grise mine et commencent à faire leur mea culpa. On n'a pas réussi à fournir des réponses aux gens et nous n'avons pas été compris. C'est de notre faute car nous nous sommes mal exprimés. On doit reconstruire la gauche en repartant de zéro, comme une équipe de foot qui est rétrogradée en série B et qui doit être refondée de A à Z. Ici, tous partagent un même constat. Récupérer la confiance des électeurs de gauche ne sera pas une tâche facile. Du sport à présent, élu le 16 mars 2017 à la tête de la Confédération africaine de football, le Malgache Ahmad Ahmad fête aujourd'hui sa première année à la tête de l'institution footballistique africaine. Alors après un an, que peut-on retenir de celui qui a freiné le règne trentenaire d'Issa Hayatou? Tentative de réponse avec Ulrich Semela. 16 mars 2017, 16 mars 2018, un an jour pour jour que le Malgache Ahmad Ahmad est à la tête de la Confédération africaine de football, le moment pour nous de faire le bilan de sa première année de gestion à la tête de la Confédération africaine de football. Une fois élu, l'homme d'affaires malgache avait mis en marche sa priorité de campagne, à savoir redorer le blason de la CAF par des grandes réformes. Plusieurs d'entre elles sont déjà actives, à savoir la réforme de l'administration de l'institution, faire jouer la CAN désormais avec 24 nations, retirer certains prix des awards de la CAF comme le titre de meilleur joueur africain évoluant en Afrique.
La révision du contrat avec la Gardère pour les droits télé, la mise en place d'une subvention de 100 000 $ à chaque association membre, dont 20 000 $ d'indemnités compensatrices pour les présidents des fédérations, 50 000 $ pour le soutien du football des jeunes et 30 000 $ pour la participation à la couverture des frais des officiels. Le grand chantier pour le président de la CAF reste la professionnalisation du football africain à travers les fédérations. Ainsi se referme donc cette édition d'information de la soirée. Merci de l'avoir regardé. S'il plaît à Dieu le Très-Haut, je vous retrouve demain à la même heure. Bonne nuit à tous.